Effectivement, on va entendre Frédéric et Isabelle. Alors, je crois qu'on va commencer par Frédéric. On s'était dit ça, on finirait par Alma. Donc Frédéric, il est arrivé au Bec en l'air pour l'usure du monde, une première publication. Donc, on parlait lien texte-image, l'usure du monde. Chers étudiants de l'INFL, j'espère que ça vous parle tout de suite et que vous pensez à l'usage du monde de Nicolas Bouvier en entendant ce titre-là, parce que c'est bien ça qui a servi de modèle, d'initiation du projet. Tu es reparti sur les traces de Bouvier, échange de micro. C'est la couverture du... Donc tu es reparti un peu sur les traces de Bouvier, mais le but n'était pas de refaire le voyage, mais plutôt de... le mot usure, j'imagine, n'est pas anodin. Non, le but n'était pas de... Le premier mot sur lequel j'ai accroché pour ce projet, c'était le mot de trace, que je ne souhaitais pas suivre les traces de Nicolas Bouvier, ne m'intéressait pas. En revanche, j'avais été très touché, même au-delà, par son livre, L'usage du monde, et puis par le reste de ce qu'il a écrit, notamment les poèmes et le poisson scorpion. Et mon idée, c'était de raconter avec mon écriture photographique, qui est un mot qui est deux mots que j'aime bien, qui vont essentiellement ensemble pour moi. La photographie est vraiment une écriture, comme disait Fabienne tout à l'heure. Avec mon écriture photographique, et essayer de raconter ce que m'a fait le livre de Nicolas Bouvier, mais sans le suivre à la trace. Voilà. Mais en revanche, ça s'est combiné avec une envie de l'adolescence de faire la route de l'Inde en voiture. Et donc j'ai joint les deux idées pour repartir à la fin de l'année 2004 en voiture avec mon épouse et notre petite fille qui avait 3 ans, un peu moins à l'époque. Depuis chez Nicolas Bouvier, parce qu'on a pu partir de chez lui. Enfin, lui est mort en 98, mais à l'époque, nos saveux vivaient toujours dans la maison où il a vécu. Et donc, on est reparti de là. Et on est allé jusqu'à l'endroit où s'arrête l'usage du monde, c'est-à-dire la frontière pakistano-afghane, qui s'appelle la base de Khyber. Et le livre que j'ai tiré de ce voyage s'arrête également à cet endroit. Commence à la maison de Nicolas et s'arrête là. Et puis, oui, le mot usure est venu assez rapidement dans ma tête, bien évidemment d'abord comme un jeu de mots sur le titre du livre de Bouvier, mais après sur un constat, à partir d'un constat que la plupart de presque tous les pays que nous allions traverser avaient connu la guerre depuis que Bouvier était passé par là. Et puis un bouleversement du monde aussi à tous les points de vue, pas uniquement par la guerre, également par le fait que le monde est mis en liaison de plus en plus rapidement par les nouvelles technologies, puis également l'économie est passée par là, etc. Donc, quel monde allions-nous découvrir? Donc l'usure du monde, il y avait un point d'interrogation au début du voyage, et puis qui a sauté à la fin. Ouais. Et donc c'est un livre où je mélange mes photographies, mais aussi mes textes. J'écris des textes de ce livre. Je peux raconter comment ça est venu aussi, peut-être. Oui, je sais pas, est-ce qu'on présente quelques pages justement pour voir cette association texte-image, et puis tu nous en parles. Tu me coupes si je suis trop. Alors en fait, à l'origine, comme disait Fabien tout à l'heure, tous les photographes ont envie d'avoir un jour leur beau livre de photographie. Donc moi, j'avais envie de mon livre de photos, mais je ne pensais pas que le texte que j'écrivais méritait d'être dans ce livre de photos. Je tenais un journal de bord en fait à ce moment-là. Et en revanche, pour l'anecdote, j'avais un peu avant l'apparition, 2 ans avant l'apparition de l'usure du monde, j'avais publié un récit de voyage à l'édition de Gulena, qui était juste du texte, un voyage d'Istanbul à Katmandou par la route. Et je m'étais dit, tiens, mon journal de bord, j'essaierais de le publier comme un texte séparé comme ça. Et puis c'est en montrant tout ça à Fabienne un jour, à un moment où j'étais occupé à essayer d'ajouter dans ce texte toutes sortes de choses qui allaient le rendre plus récit de voyage que réflexion intime et peut-être parfois un peu poétique sur la route.
Fabienne m'a dit, mais non, il faut mettre les deux ensemble. Donc c'est devenu ce livre qui nous a fait nous rencontrer, puis qui était un très beau moment de création pour nous deux. Et donc je vous montrais quelques pages pour vous montrer comment est-ce qu'on a construit ce livre-là. Donc ça c'est la page d'ouverture. Après, il y a une première page d'ouverture où on voit la maison de Nicolas Bouvier, mais dès qu'on quitte la maison de Nicolas Bouvier, voilà, on est invité à entrer dans le bain, quoi. Et le dialogue entre le texte et l'image se fait de plusieurs manières dans ce livre. Soit c'est une image qui est face à une page blanche à gauche. Parfois il y a des doubles texte-images, de doubles d'images, pardon. On avait choisi aussi de mettre la légende. Je vous montre ça. Elle est ici en tout petit, en vertical, une partie pris graphique qui nous avait plu. Et puis, donc là on est à Belgrade, dans les quartiers des artistes, où Nicolas Bouvier a passé pas mal de semaines à l'hiver 53. Après, le texte vient. Et donc ce texte-ci, c'est le début. Non, je ne vais pas vous le faire lire comme ça, c'est pas le but, c'est juste de vous montrer qu'on construit une double de texte qui est suivie par une autre double avec texte-image. Et ces trois blocs de texte sont le portrait de cet homme qu'on voit ici, portrait que j'écris en passant des semaines et des semaines auprès de cet homme qui est un peintre serbe à Belgrade. Et donc, comme ça, on arrive dans le livre à cet endroit-là, on commence à lire le texte qui parle de l'atelier de Mirko. Et puis on ne sait pas encore exactement, on n'a pas d'image encore à mettre sur ce personnage, mais rapidement, eh bien, on passe à la page suivante et on a Mirko qui est là et qui vient apporter un complément de sens sans être vraiment l'illustration de ce moment-là précis. C'est ça qui est important. C'est juste une porte ouverte pour suivre pour que l'imaginaire puisse suivre son chemin. Moi j'ai une question pour l'éditrice, là, justement, parce que tu dis on a décidé. J'imagine que dans ce cas-là, c'est des discussions, je n'irai pas jusqu'à dire houleuses, mais acharnées, entre le photographe, le graphiste et l'éditrice pour la mise en page d'un livre comme ça. Oh, honnêtement, pas avec Frédéric, c'était un gentil Frédéric, c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui. Non, mais en fait, c'est pas question de gentil ou méchant, en fait, c'est plus que parfois il y a effectivement des photographes qui arrivent. Parfois, c'est vrai que c'est un peu agaçant pour un éditeur, mais j'ai envie de dire en plus, parfois c'est pas du tout agaçant, mais qui arrivent avec un livre qui est déjà fait, y compris dans la maquette, et en fait, on sent bien que, voilà, et parfois, quand les projets sont bons et que c'est des photographes exigeants et qui en général sont des photographes, on va dire, qui ont déjà publié, qui connaissent leur métier, il m'est arrivé vraiment de publier des livres tels qu'ils m'avaient été apportés, et puis parfois on a juste envie de répondre, mais on n'est pas un imprimeur, quoi, on est un éditeur, quoi. Et que moi, honnêtement, alors c'est vraiment, en plus quand je discute avec mes collègues et les autres éditeurs de photographie, je pense que chacun a vraiment sa manière de faire. Nous, c'est vrai que moi j'aime beaucoup associer évidemment le photographe à la réflexion, y compris à la réflexion graphique et à la maquette. Ça veut dire que du coup on passe plus de temps et ça veut dire effectivement qu'il y a plus de discussions houleuses. Je n'irai pas jusqu'à dire ça parce que honnêtement, c'est tellement difficile quand même de faire émerger ces livres-là pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont effectivement économiques, hein, parce que c'est des livres qui coûtent entre 10 et 15 fois, parfois 20 fois plus cher à produire qu'un roman, mais leur prix de vente n'est pas 20 fois plus cher, quoi. Ce qui coûte cher dans ces livres-là, c'est évidemment, vous l'aurez compris, le coût de l'impression, le coût du papier, le coût des encres, etc. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement difficile d'arriver à les faire exister que, honnêtement, moi j'ai souvent envie de dire, j'ai envie de travailler avec des gens, alors je refuse de dire que je ne publie que des coups de cœur ou que des machins, il m'arrive de publier des choses dont je me sens peut-être moins proche, mais je vois la valeur et la pertinence, mais en tout cas ce que j'ai envie c'est de travailler avec des gens qui ont envie de pousser dans le même sens que nous
et qu'on s'accompagne mutuellement dans l'émergence de ces livres-là, quoi. Et donc avec Frédéric, ça se passe vraiment bien, parce que c'est vrai que Frédéric, tu l'as dit, maintenant c'est un compagnonnage quand même de longue date. Donc je pense exactement un éditeur de littérature dirait la même chose, c'est qu'au bout d'un moment, de la même manière qu'on connaît un style d'un écrivain, on connaît celui d'un photographe, il se trouve qu'en plus Frédéric écrit, et il écrit très bien, ça, il ne le dira pas, donc moi je peux le dire, et je pense que Sophie, tu pourras le confirmer, parce qu'il y a parfois aussi des photographes qui ont des velléités d'écriture, et honnêtement, on se dit, bon, un texte court suffira. Frédéric, on est heureux, c'est pour ça que je lui ai demandé de publier aussi ces mots, quoi. Donc ça se passe voilà, dans un espèce de dialogue qui parfois forcément on bute sur une photo, on ne veut pas mettre la même, on discute, mais l'idée c'est d'aboutir à quelque chose qui, j'ai envie de dire, va satisfaire tout le monde. Voilà. Après moi je pense que c'est quelque part, c'est difficile de dire qui a le dernier mot. Il me semble que... C'est pas une question de dernier mot. Ouais, voilà, c'est vraiment le dialogue et le mot juste, il me semble. Et puis Sophie, tu parlais du graphiste. Il y a aussi un autre... moi, je me rappelle bien que la question des photos verticales, je prends très peu de photos verticales, par exemple. Si mes souvenirs sont bons, la question des photos verticales, c'est Dominique qui avait trouvé, donc le graphiste de la maison d'édition, qui avait trouvé la solution de les mettre de telle manière qu'il faille tourner le livre pour l'avoir. Mais bon, ça ne se voit pas ici parce que le pli de la page n'est pas marqué. Mais ici, on est exactement sur le pli, alors que sur les autres images, le pli, il est ici au milieu. Donc elles sont reconnaissables par le fait que les photos verticales arrivent dans le pli de la page. Ce petit truc-là, à un moment, une des personnes en présence, en l'occurrence le graphiste, a dit tiens, mais si on faisait comme ça pour résoudre cette question-là, de quel statut on leur donne, et ce choix a été adopté, on a tous tombé d'accord là-dessus, et puis, mais c'est vraiment du dialogue, c'est pas houleux, quoi, en tout cas pas en ce qui nous concerne. Je me doute. Mais justement, enfin, je trouvais très intéressant que vous racontiez ça, enfin, parce que je pense que c'est un des rares espaces où a lieu à ce point-là ce dialogue entre éditeurs, auteurs et graphistes. C'est-à-dire que oui, ce sont des livres qui font appel du coup à des métiers spécifiques, quoi. La partie fabrication, donc la partie graphisme, mise en page, photogravure, c'est-à-dire le traitement des images en vue de les préparer pour la phase de l'impression. Voilà, c'est des parties qui sont vraiment décisives, parce que c'est bien beau d'être arrivé à unir texte et image, d'avoir trouvé des bons auteurs, d'être arrivé à une belle maquette, mais si derrière la partie technique elle ne suit pas et qu'on rate l'impression, j'ai envie de dire, c'est tout qui était anéanti. Donc du coup, c'est vrai que c'est du coup peut-être plus qu'un roman où, mais alors en disant ça, je ne mets pas du tout de hiérarchie de valeur, hein, je parle de termes de ce que tu dis, effectivement, de la nécessité du dialogue. C'est vrai que je pense qu'un écrivain, il voit rarement le service de fabrication et il voit la maquette, il peut voir le correcteur et l'éditeur évidemment, mais le service de fabrication, pas trop. Un photographe, il vient passer en moyenne 2 à 3 jours chez nous pour, en dernier recours, qu'on examine chacune des images, qu'on fasse les réglages de chromie, enfin, etc. Je ne vais pas faire un cours technique, mais cette partie-là, elle est vraiment importante. Et donc, du coup, forcément, ça ouvre un dialogue entre tout le monde. Tu veux continuer sur la maquette? Ouais. Ça, c'est un autre exemple de portrait, lui qui est en une seule double. C'est un prêtre orthodoxe qui s'appelle Vladimir, qui on a vécu pendant 3 semaines dans le sud de la Serbie, dans la petite ville de Vranje. Et donc le texte raconte un petit peu notre rencontre, et puis une chanson qu'il chantait souvent au saz, qui est son instrument qui porte là pour le moment. Donc prêtre et musicien, et donc c'est une chanson sur la vieille Serbie. Et puis grand fan de rock aussi, ce garçon, voilà. Donc ça c'est un autre portrait. Après, c'est pas. On avait aussi choisi de ne pas mettre uniquement un texte en face dès qu'il y a un personnage, de mettre en face un texte qui parle de ce personnage-là, en l'occurrence c'est ma fille. Le texte, lui, part dans une réflexion beaucoup plus intime, beaucoup plus quasi, dans ce cas-là, en tout cas c'est un texte quasi philosophique, c'est prétentieux, mais où je me demande vraiment ce qu'on fait là, quel est le sens de ce voyage. Et ça part de ces bains publics de la ville de Vranje pour dériver voilà, sur le sens de la route, double d'images à nouveau,
que j'avais choisi de vous montrer comment une image peut-être plus forte, comme c'est notre avis à tous les deux au moment de fabriquer ce livre, en tout cas peut-être que la force de cette image-ci, que je continue à aimer beaucoup, même 10 ans plus tard, renforce peut-être celle-ci, peut-être un peu plus faible. Donc ça entre aussi très fort dans la construction d'une double page et d'un ensemble de doubles pages, de façon d'ailleurs encore plus flagrante, plus incisive peut-être dans le livre sur la Belgique où il n'y a pas de texte, dans le cours dans le déroulement des images, il n'y a pas de texte. Donc là on est tout le temps obligé de veiller à ce que chaque photo soit à sa juste place. Et la question qu'une image peut venir renforcer une autre, c'est un des ancrages, c'est un des leviers qu'on peut avoir pour construire quelque chose. Donc la question des verticales, j'en ai parlé. Il était en l'occurrence pas question de mettre deux verticales sur la même page. Ça c'est encore un portrait d'une femme en Iran. Là, toujours sur la question des photos un peu plus difficiles, quatre images qui se suivent dans le texte. On a beaucoup réfléchi sur ça, c'est atterrant, c'est dans le jardin de chez cette femme. Donc ça c'est la piscine dont on peut plus se servir, des vieux meubles design des années 70. Et puis cette photo un peu bizarre de produit d'entretien et ce couvercle de poubelle aux eaux de Téhéran. Mais voilà, toutes les quatre mises ensemble, même si on pourrait imaginer encore que cette photo-là, par exemple, ou la photo de gauche de la piscine, on l'attirerait encore volontiers en grand pour l'afficher quelque part. Celle-ci, c'est quand même plus délicat, quoi. C'est des photos un peu plus compliquées. Et bien, toutes mises ensemble, elles créent du sens. Voilà. Elles se renforcent. Et puis, on peut s'inventer les histoires qu'on veut. Je me rappelle avoir rigolé autour du fait que ce pauvre ours poubelle avait bu trop de produits d'entretien et que ça lui a été fatal. Après, il y a des photos qui, en tout cas au moment de créer les doubles pages, de notre point de vue, se suffisent à elles-mêmes. C'est quel cas de ce distributeur de billets à Ispahan, ou bien de ce match-là qui est la couverture du livre, et qui je ne sais pas si j'ai le temps de raconter l'anecdote en 30 secondes de ce match-là. Oui, je vais juste, pendant que tu fais défiler, juste dire, parce que quand tout à l'heure je disais la photographie comme outil de compréhension du monde, et quand je parlais d'écriture photographique, je trouve que ça, c'en est bien l'illustration. D'un seul coup, cette piscine vide en Iran, ça dit, d'une certaine manière, l'Iran d'aujourd'hui, donc l'impossibilité de se baigner en public ou même en semi-public, puisqu'il s'agit d'une piscine privée. Mais les immeubles alentours de la maison où se trouve cette piscine ont pris des étages. Du coup, maintenant, depuis les étages supérieurs, on peut voir dans la piscine. Donc, on ne peut plus se baigner dans la piscine. Voilà la réalité de cette histoire-là. Et on est sur une photo avec cette dimension presque, de photo de création, qui n'est pas une photo journalistique qui va montrer une manifestation dans les rues de Téhéran, mais ça dit la situation d'aujourd'hui. Et oui, je crois que tu peux raconter l'anecdote du matelas qui est très... Donc dans l'usage du monde, il y a une scène, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu l'usage du monde, il y a une scène où à un moment Nicolas Bouvier et son compagnon Thierry Vernet mettent leur petite Fiat Topolino sur la plateforme arrière d'un camion. Et puis les freins du camion lâchent, la Fiat est en panne, c'est pour ça qu'ils la font embarquer par un camion. C'est aux alentours de Shiraz, dans le désert iranien, dans le sud de l'Iran. Et puis les freins du camion lâchent et on retrouve l'écrivain qui se réveille après l'accident avec l'ensemble du chargement de la voiture éclaté dans étalé par terre, et puis les conducteurs du camion qui étaient simplement en train d'attendre des copains pour les aider, en train, de Nicolas Bouvier, de saler un tout petit concombre. Voilà. Et bien nous, sur notre route, un peu plus loin, nous allons un peu avant Bam, donc presque à la frontière pakistanaise, nous sommes tombés sur un camion renversé sur le bord de la route. C'est un camion de déménagement. Et les conducteurs de ce camion étaient en train de dormir sur un matelas similaire à celui-là, en attendant que des copains viennent les chercher, les aider à remonter le camion. Et donc voilà comment, et puis il y avait ce matelas, ce déménagement était étalé partout sur la steppe, et puis j'ai isolé ce matelas qui est devenu un peu le symbole de ce voyage, et puis aussi de cette idée que les traces de Nicolas Bouvier, que je n'avais pas voulu suivre, me rattrapaient bien malgré moi.
Et à propos de cette race encore, donc sur cette double scie qui montre un endroit très important dans l'usage du monde, c'est le Sakibar, qui est l'endroit qu'on voit ici à gauche. Et ce monsieur qui est la seule personne que j'ai rencontrée, qui a connu Nicolas Bouvier à l'époque, qui était serveur dans ce Sakibar. Donc encore une fois, bien que ce ne soit pas un livre sur Nicolas Bouvier, sur les personnes qu'il aurait pu rencontrer, ben, de temps en temps, donc on en a rencontré encore un portrait. Et puis, puisque la construction de cette présentation était sur les différents types de double pages que nous avions créés pour faire naître ce dialogue entre texte et image, ça c'est la dernière page du livre, la dernière photographie en tout cas, et la seule qu'on a mis à gauche donc la seule double page avec l'image à gauche pour dire que le livre est terminé, puis la seule photo floue aussi du livre, une photo un petit peu à part, à la base de Kibert, prise avec l'appareil à l'extérieur, en sortant la main par la fenêtre du véhicule qui nous conduisait au Pakistan. Voilà, pour l'usure du monde. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour les étudiants de l'INFM, je rappelle que quand un livre comme ça sort, on peut faire une vitrine autour du Bouvier, le livre, on peut faire une table, on peut repiler du Bouvier, piler du fond. Moi, je suis une libraire sincèrement convaincue que la nouveauté c'est bien, mais que c'est sûrement le fond qui sauvera notre métier. Donc, pensez à ça, faire du lien entre la littérature et les beaux livres, etc., etc. Mais ça, je pense que vos profs vous l'apprennent au quotidien. Il faut rappeler ça aussi. On va plonger dans Collatéral. Oui, parce qu'après, excusez-nous, nous avons eu froid au Salon du Livre la semaine dernière. On va parler du simulacre du printemps maintenant. Donc, photo de Frédéric, toujours, et puis un texte d'Ingrid Taubois. Donc Frédéric, je crois que tu t'es enfermé dans l'appartement de ta grand-mère pendant quelques temps. Oui, à la fin de ce voyage de l'usure du monde, on est resté en Belgique quelques semaines parce que la maison était occupée dans la Drôme. Du reste, bon, ça m'arrangeait bien. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'aller passer quelques jours comme ça dans l'appartement de ma grand-mère qui n'était pas là et qui m'a laissé les clés. Et j'ai fait une sorte d'inventaire de tous mes souvenirs d'enfance liés à cet appartement où j'allais très souvent quand j'étais petit. Et à la fin, tu as passé une journée Et après, j'ai passé une après-midi avec elle où elle a accepté que je fasse son portrait, plusieurs portraits. Là. Et voilà, puis après le livre, la manière qu'on peut raconter. Qu'on va raconter. Donc là, je m'entends vers toi, Flavie. Bon, Ingrid Taubois est romancière, mais avant ça, elle a passé un an de nomadisme sur la route de l'usage du monde de Nicolas Bouvier. Donc, comme par hasard, tu as réuni ces deux-là. Oui, ils se sont réunis eux-mêmes, parce qu'ils se connaissaient, parce qu'ils avaient Bouvier en commun, mais voilà, après ce projet-là, j'ai envie de dire, n'a finalement rien à voir, si ce n'est peut-être voilà, les thématiques en commun dans leur imaginaire. Mais ce qui était intéressant là, c'est qu'on avait donc une série, donc Frédéric vient de le dire, une série d'une vingtaine d'images avec plein de petits détails de l'appartement de la grand-mère de Frédéric, mais qui j'ai envie de dire, qui doit être la grand-mère si ce n'est de chacun, mais en tout cas d'entre nous, quoi, des objets qu'on a tous vus chez nos grands-parents. Peut-être qu'on n'est pas de la même génération, donc peut-être qu'on c'est pas tout à fait les mêmes objets. Aujourd'hui, les chaises ne sont plus les mêmes, etc. Mais les vitrines avec plein de petits objets, c'est souvent quand même un truc de grands-parents. Et ça nous arrivera peut-être aussi quand on sera plus âgé. Et donc voilà, il y avait cette série comme ça, très sensible, très juste. Et Ingrid raconte souvent qu'elle n'avait pas envie de raconter l'histoire de la grand-mère de Frédéric, que d'ailleurs elle ne connaissait pas. Mais par contre, elle le raconte, elle l'avait affiché au-dessus de son lit, les images, et elle dit que pendant de longues semaines, elle s'est endormie avec. Et j'aime bien cette image parce que c'est assez intéressant. Et elle est partie sur un texte qui est donc une pure fiction, quoi, voilà.
et qui est celle d'un homme dont la maman vient de mourir et qui doit donc déménager l'appartement et qui, à la lumière de ce qu'il va redécouvrir et de ce qu'il va revoir comme objet, va rebalayer une partie de sa vie. Voilà, et donc là, très clairement, donc Frédéric va en parler, mais là, très clairement, la photographie a un rôle qui va stimuler en fait l'écriture. On part donc de la série photographique pour aller jusqu'au texte. Ce qui s'est passé dans la plupart des types de collatéral, on verra quelques exceptions, dont une juste après, mais le principe de base, c'était plutôt ça, on partait les écrivains partent des photos. Moi, j'ai jamais voulu donner dans cette collection un principe de base. Enfin, le seul élément commun de la collection, c'est le format du livre, le choix du caractère typographique. Ensuite, l'idée, c'est que justement la mise en page, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de double page. C'est parce qu'en fait, dans ce genre particulier que le livre photographique, j'ai envie de dire, l'unité de mesure de ce livre, c'est la double page, quoi. C'est-à-dire qu'on a une page de texte et en face, comme l'a dit Frédéric, on a soit du texte, soit du blanc, soit une photo. Voilà, et on articule toujours ces éléments-là. Donc c'est vrai que le plus souvent maintenant, avec les 17 titres que compte la collection, le plus souvent c'est effectivement une série d'images qui a stimulé, qui a fait naître le texte, mais parfois les deux ont cheminé parallèlement. On pourra parler juste après de l'I-National, qui est l'expérience de Frédéric avec Joy Sormand, où du coup Frédéric a fait ses photos au même moment où Joy écrivait le texte. Et ce qui est intéressant, c'est justement le décalage qu'il y a parfois entre la photo et le texte, quoi. Parce que l'idée là, c'est pas seulement que la photo vienne illustrer le texte, ce qui parfois fonctionne, comme c'est le cas ici. On évoque une machine à coudre, on voit un univers de couture de la grand-mère et on a la photo, mais parfois ce qui est amusant aussi, c'est que la photo, moi j'aime bien dire dans cette collection que le texte est image comme l'image est texte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le texte peut s'arrêter et c'est la photo avec ses éléments signifiants qui vient nous raconter quelque chose de l'histoire. Et l'inverse marche aussi, quoi. Et j'aime bien jouer sur une fois de plus, je me répète, mais sur ces deux formes d'écriture qui se complètent, qui se mêlent, qui parfois peuvent être en harmonie, mais qui parfois peuvent aussi être en conflit. Et c'est de ce conflit que quelque part qu'on fait naître une troisième écriture, quoi. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans ce dialogue. Et j'avais commencé à te poser la question, mais on va arriver là, voilà, tu as associé Ingrid Taubois à Frédéric, puis Joy Sormand à Frédéric. Comment on fait un choix d'association entre un photographe et un romancier? Un choix pertinent, comme ils le sont. Après, on donnera la parole à Isabelle, parce que Alma, on va le voir, c'est encore autre chose, donc je ne vais pas tout déflorer là, dans ma réponse. En l'occurrence, donc je vais très vite avant qu'on passe à Isabelle sur l'I-National, qui est donc l'autre type de la collection collatérale. Donc l'I-National, c'était quelque chose d'un peu particulier auquel on est parfois confronté, qui est au départ une résidence d'écrivain que Joy Sormand avait fait dans une entreprise qui fait des lits, et des très beaux lits. Pour l'anecdote, on dit toujours que c'est l'entreprise qui fait en France les lits de la présidence de la République, entre autres. Donc du lit haut de gamme, la haute couture de lit. Qui se trouve être aussi du lit sur mesure, qui se trouve être aussi installé en Seine-Saint-Denis, donc de l'artisanat haut de gamme. Et Joy avait fait une résidence là où elle s'est immergée pendant plusieurs semaines dans ce monde un peu particulier, qui est encore un monde artisanal et ouvrier. Et en fait, Joy, elle a beaucoup écrit sur le monde du travail et on l'attendait un peu au tournant là-dessus, en disant tiens, elle va sans doute encore nous parler de ça, et elle a eu envie de faire un contre-pied et de s'engouffrer en fait dans la fiction. Et c'est marrant parce que du coup, il est aussi question d'une grand-mère. Et elle est partie sur une histoire qui est l'héritage d'un lit. Voilà, une grand-mère cède à sa petite fille qui a une vingtaine d'années son lit, qui est justement un lit qui a été fabriqué sur mesure. Et donc évidemment cet héritage, c'est pas rien, hein, un lit, on y naît, on y dort, souvent on y meurt. On y fait l'amour, on y mange, on y lit des livres, etc. Donc c'est un objet chargé de symboles comme ça, surtout dans les civilisations occidentales, mais pas que. Et donc cet héritage est prétexte en fait à une digression qui va emmener le lecteur à travers ce que peut dire le narrateur sur le phénomène des rêves, sur justement cette question d'héritage.
Par exemple, quand un huissier vient, si un jour vous avez la visite d'un huissier, en fait, il peut tout saisir dans une maison, mais la loi fait qu'on ne peut pas saisir un lit. Enfin voilà, et elle joue en fait avec tous ces symboles, elle va aussi du côté du conte de fées, etc. Elle en joue de manière très, très virtuose, comme ça, très alerte, mais pas seulement anecdotique, parce que tout ça, une fois de plus, ça parle beaucoup de ce meuble à haute valeur symbolique, quoi. Et donc Joy avait envie d'y mêler de la photographie, et donc l'idée m'est venue de confier ça à Frédéric, parce que Frédéric, vous l'avez senti, il a un sens comme ça du détail. Il aime beaucoup isoler des choses, des objets, il est très attentif aux petites choses, etc. Donc on a envoyé Frédéric, avec l'accord du binational, on a envoyé Frédéric dans cette usine, quoi, dans cet atelier, et il est resté lui aussi 3 jours. Voilà, 3 jours. Et alors là, ce qui était drôle, c'était que finalement, on avait d'un côté des photos qui représentent la fabrication de ce lit parfait, de ce lit sur mesure, et on avait le texte dont je viens de vous raconter l'histoire, quoi. Donc ce qui était marrant, c'est que là, on ne pouvait plus jouer de la même manière que dans le précédent, on pouvait plus, il n'était pas question que le récit intègre des photos et tout ça, mais il fallait vraiment qu'on fasse cohabiter d'un côté un reportage dans un atelier, en fait, et de l'autre côté une histoire voilà, vraiment pleine de rebondissements, de thématiques, etc. Et de sentiments, etc. Voilà. Et ça donne